Europe. Europe 1. Il est 8h16. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le président du Conseil constitutionnel. Et nouveau haut référent de l'ONU pour la gouvernance environnementale. Bonjour Laurent Fabius. Bonjour. 2 ans après l'accord de Paris et cette COP21 que vous aviez menée et conclue avec succès, on pensait que vous étiez passé à autre chose. Qu'est-ce qui vous ramène au climat? Il y a le feu? Oui, il y a le feu. C'est le bon mot. C'est alerte rouge. Là, toute une série de rapports sont sortis qui montrent que les engagements pris n'ont pas été tenus, que la COP 21, l'accord de Paris, qui donne vraiment le chemin à suivre, n'est pas respecté, et les pronostics sont extrêmement inquiétants. Le rapport le plus synthétique là, qui vient de sortir, c'est un rapport d'ONU Environnement, et qui dit la situation est catastrophique. Et quand on sait quand même la précision des termes, c'est extrêmement inquiétant. Donc par rapport à ça, il ne faut pas rester les bras ballants, il faut se mobiliser. Alors dans ce cadre, j'ai reçu non pas une mission, mais un titre très honorifique, qui me touche, de haut référent. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ah bon? Soyons précis. Ça vous donne une mission quand même. En anglais, ça veut dire, c'est le mot patron. Un patron, ça veut dire bienfaiteur. Mais enfin, si j'étais nommé bienfaiteur, je crois que beaucoup de gens souriraient. Mais ça va vous permettre concrètement de renouer les discussions avec des responsables de tout pays. Ce qui veut dire, c'est que je suis là comme une espèce d'autorité morale, en étant conseiller comme le père de l'accord de Paris, et à disposition de l'ONU, et puis d'autre part, avec un rôle plus actif pour ce qu'on appelle le Pacte mondial pour l'environnement, qui est une initiative qu'a prise le président Macron, qui est de faire un traité en 2020 qui couvre l'ensemble du champ de l'environnement. Alors soyons précis et concrets, oui. Qui ne tient pas ses engagements? Est-ce que c'est le retrait américain qui plombe l'application de l'accord de Paris? Soyons précis et concrets, lorsque on regarde le rapport d'ONU Environnement, il y a un certain nombre de pays qui sont cités, les uns pour tenir leurs engagements, alors je cite de mémoire notamment la Chine, l'Inde, etc. Bon. Et les autres pour ne pas tenir leurs engagements, c'est l'ONU qui le dit, par exemple l'Australie, les États-Unis et d'autres pays. En Europe, il y a des rapports qui viennent de sortir aussi, qui montrent que, par exemple, les Allemands ont une vraie difficulté avec le charbon, ils sont au-dessus de leurs engagements. Pourquoi je parle d'engagement? On n'a pas très bien, les gens n'ont pas lu l'accord de Paris, c'est normal. Bon, 29 chapitres et 140 paragraphes de décision qui ne sont pas du roman feuilleton. Bon. Mais l'essentiel dans l'accord de Paris, c'est que chaque pays prend un engagement en disant voilà ce que je vais faire dans les années qui viennent pour arriver à ne pas dépasser au total l'augmentation de 2 degrés. Et corrélativement, il doit y avoir tous les 5 ans une révision à la hausse par chaque pays de ses engagements. Et c'est ainsi que nous avons à Paris conçu un système dans lequel on peut passer de 4 degrés, 5 degrés d'augmentation qui était le spontané, à 3 degrés où on est aujourd'hui, puis à 2 degrés et 1,5 degré. Le problème, c'est qu'il faut maintenant que les pays appliquent ces engagements, que beaucoup d'entre eux ne le font pas. Alors vous m'interrogez sur la décision américaine. Il y a actuellement aux États-Unis beaucoup de gens, beaucoup de sociétés, beaucoup de régions qui ont réagi contre la décision de M. Trump. Et il faut les féliciter. Par exemple, la Californie fait de grands efforts, et les grandes villes. New York, etc. Mais pour connaître bien ces sujets, je trouve que la décision elle-même du président américain est un contresens historique et scientifique complet qui a déjà des conséquences. Parce que les États-Unis, par exemple, s'étaient engagés à verser des sommes très importantes aux pays pauvres pour aller vers les énergies renouvelables. Ces sommes, ils ne les versent pas. Et puis, ce que j'ai senti, parce que j'ai fait un passage à la COP avant-hier, c'est qu'un certain nombre de pays signataires, parce que tous les pays ont signé, tous les pays du monde, un certain nombre de pays signataires, mais qui n'étaient pas très enthousiastes, profitent, si je puis dire, du recul américain pour ne pas faire les efforts qui sont nécessaires dans le bon sens. Vous allez voir des responsables américains, Laurent Fabius? Vous avez prévu d'en rencontrer? On a entendu un conseiller de Trump tout à l'heure qui était à Bonn, c'était dans le journal de 7h30, et il disait oui, il y a du charbon propre, et puis on a besoin des énergies fossiles pour la planète. Ce que j'ai ressenti à la COP, même si c'était rapide, mais enfin je connais bien cette atmosphère. D'abord, les Américains sont très peu représentés. Il y a aujourd'hui un sous-secrétaire qui va s'exprimer, etc. Ce qui a été mal vécu, c'est d'une part évidemment la position de fond des Américains, enfin du président américain, et puis le fait que la seule manifestation officielle qu'ils ont prévue, elle a eu lieu, c'est un stand pour
plaider pour les énergies fossiles, pour expliquer que les énergies fossiles, qui en fait sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, on en a c'est besoin, une bonne chose. Ouais. Donc, évidemment, c'est pas la décision qui est plébiscitée, au contraire. Il nous manque un mode d'emploi, parce que les discours volontaristes, on en entend. Emmanuel Macron en a prononcé un encore hier à Bonn, mais tout le monde n'est pas d'accord non plus sur la voie à suivre. Certains pensent que le nucléaire nous aide, il nous permet de réduire nos émissions, de ne pas recourir au charbon, et d'autres que le nucléaire nous empêche, que c'est notre dépendance au nucléaire qui retarde notre transition énergétique. Dans quel camp êtes-vous, Laurent Fabius? Quelle est votre opinion? Et moi, je dois être très attentif. Je suis président du Conseil constitutionnel, donc je n'ai pas à m'ingérer dans la politique ni du gouvernement français, en particulier du gouvernement français. Bon, mais ce qui est évident quand on connaît ces sujets, c'est qu'il faut sortir du fossile, des énergies fossiles, c'est-à-dire à la fois le charbon, le gaz et le pétrole le plus vite possible, et en même temps développer au maximum le renouvelable. Bon, et je pense que c'est ce que veut faire le ministre Hulot et le gouvernement. Après, il y a un débat sur le nucléaire, mais je ne veux pas y entrer maintenant, parce que ce n'est plus de ma responsabilité. Bon, mais la France est en retard aussi, 23% d'énergie renouvelable en 2020, il y a un gros effort on en à est à faire 15. sur le renouvelable, et là c'est une des sources d'espoir, parce qu'il ne faut quand même pas peindre tout au noir. D'abord, le juge de paix, quand on regarde les chiffres précisément, c'est ce qui va se passer en Asie en matière de charbon. C'est ça, c'est-à-dire en Chine, en Inde, au Vietnam, en Indonésie, en Malaisie. C'est là où les projets sont les plus nombreux. Or, le charbon, c'est ce qui est le plus polluant. Et si tous les projets qui sont étudiés voient le jour, à ce moment-là, ce sera catastrophique. Parce qu'il faut rappeler quand même à nos auditeurs quelque chose d'élémentaire. C'est qu'une fois que les gaz à effet de serre sont émis dans l'atmosphère, ils ne disparaissent pas, par miracle. Il reste 10 ans, 50 ans, 100 ans. Et donc, il existe des seuils. Et si on dépasse un certain seuil, à ce moment-là, on ne peut plus retourner en arrière. Et vous avez un développement qui n'est plus linéaire. Mais bon, donc ça, c'est extrêmement grave. Mais les signes d'espoir, c'est notamment deux choses. D'abord, c'est que les énergies renouvelables deviennent plus compétitive par rapport aux fossiles, parce que les technologies évoluent et ça devient de moins en moins cher. Donc à partir du moment où dans le marché il devient plus intéressant de faire du solaire, de faire de l'éolien que de faire du charbon, ça change les choses. Et puis ce qu'on appelle la tarification du carbone, l'idée est tout à fait simple. Les Chinois par exemple la mettent en application, l'Europe est en train de le faire mais peut-être pas à un niveau suffisant. C'est qu'il faut pénaliser la production de carbone et encourager, en revanche, la production renouvelable, financièrement. Une question, Laurent Fabius, au président du Conseil constitutionnel que vous êtes. En invalidant la taxe à 3% sur les dividendes, est-ce que vous en connaissiez les conséquences pour les finances publiques ? Oui, bien sûr. Alors là, vous me demandez de revenir sur une décision qu'on a prise. Début octobre. Voilà, qui est une décision importante. Mais nous nous prononçons en droit. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires en disant mais la responsabilité de cette taxe, c'est Monsieur X, Monsieur Y, Madame Attel, en 2012. Bon, mais personne n'a contesté la décision elle-même du Conseil constitutionnel, qui est une décision fondée juridiquement à partir de la règle de l'égalité devant l'impôt. Mais évidemment, il aurait été incompréhensible que nous disions, article 1, la taxe est contraire au principe du droit à la Constitution. Article 2, comme malheureusement ça risque de coûter cher, eh bien nous ne tirons aucune conséquence de notre décision. Il n'était pas possible de censurer la taxe sans décider d'une réparation rétroactive, c'est-à-dire sans demander à l'État de rembourser les 10 milliards aux entreprises qui avaient été taxées, Laurent Fabius ? À partir du moment où nous avons annulé la taxe, ça veut dire qu'il y a des conséquences juridiques et du même coup, le gouvernement a été amené, alors ça c'est un autre texte, à prendre une décision qui veut prélever un certain nombre de sommes sur les sociétés. Mais nous nous situons en droit. C'est d'ailleurs quelque chose que les gens ont du mal à parfois assimiler. Nous ne disons pas est-ce que la loi est bonne ou mauvaise. Nous disons, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution ou pas conforme à la Constitution ? Il se trouve qu'il peut y avoir telle loi que je trouve personnellement mauvaise, mais si elle est conforme à la Constitution, j'ai rien à dire, ou telle loi qui peut être bonne, mais dès lors qu'elle est contraire au droit, eh bien, il faut l'annuler. Mais c'était une décision à 10 milliards d'euros. C'était une décision conforme au droit et que les juristes ne contestent pas. Merci Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Europe.